Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Bakar Aladi. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes candidat à la députation, vous avez été investi ce week-end par votre parti, le PRG, le Parti radical de gauche. On parlera justement de votre campagne, de votre programme tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors un nouveau rebondissement dans l'affaire Balou, la grève qui dure maintenant depuis plus de 2 mois. Vous nous en direz davantage dans ce journal. Pierre, vous restez avec nous, mais d'abord voici les titres de ce mardi 31 janvier. Safdar Balou l'affirme aujourd'hui sans détour. Le directeur de Balou n'hésitera pas à déposer le bilan si les salariés ne cessent pas leur mouvement de grève immédiatement. Mais ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille et attendent toujours que le préfet engage une procédure de conciliation ou d'arbitrage. Explication. La CCI Mayotte et ses partenaires ont créé Mayutopie, un incubateur de projets, afin de permettre aux porteurs de projets de tester le leur, de le faire évoluer et de se lancer en toute confiance. Mayutopie a débuté aujourd'hui par le lancement de sa phase de présélection des candidats. Sur 10, seuls 5 resteront pour cette aventure de 9 mois. Plus d'informations dans votre journal. La ville de Tsingoni accueille ce week-end un Majlis sous forme de concert de récitation du Coran. Une première dans le département le plus musulman de France. Organisé par l'association Volontariat et Entraîne Mahorais, l'événement mettra en avant les plus belles voix de l'île pour la lecture du livre saint. Présentation à la fin de cette édition. France-Mayotte matin, c'en est fait l'écho dans ses colonnes du jour. L'ultimatum lancé par le directeur de Balou est donc on ne peut plus clair. Si les salariés ne reprennent pas le travail cette semaine, l'entreprise déposera le bilan. Loin de l'effet escompté, la menace a surtout provoqué la colère des syndicats. Ces derniers refusent en effet de céder et se tournent plus que jamais désormais vers le préfet Frédéric Vaux. Ils attendent de celui-ci qu'il engage une procédure de médiation ou d'arbitrage. Mais pour l'heure, le représentant de l'État ne semble toujours pas enclin à s'occuper de cette affaire. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimlet. Plus les jours passent et plus la situation au sein du quincailler Balou prend des allures de règlement de compte entre salariés et direction. Après bientôt 2 mois de conflit, aucun accord n'a été trouvé, tandis que les deux parties ne communiquent plus que par médias interposés. Safdar Balou, le directeur, vient d'ailleurs de se fendre d'un nouveau communiqué où il explique être contraint de fermer boutique si le conflit perdure. On est dans un impasse sur le conflit pour la simple raison que l'employeur méprise ses salariés. À aucun moment il a accepté le dialogue pour qu'on puisse sortir de ce conflit. D'ailleurs, on est interagi avec lui puisqu'il ne veut pas négocier par médias interposés. La presse a dit, on est chaque fois obligé de répondre. Par rapport à ce qu'il a dit, le dernier communiqué qui vient de sortir par rapport à la presse, j'entends l'employeur qui dit qu'il dépose le bilan. Peut-être que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il dépose les comptes de la société pour qu'on sache réellement dans quelles difficultés se trouve l'entreprise. Par rapport à ça, les organisations syndicales ont saisi le préfet dans un courrier en date du 18 janvier pour demander la médiation. Nous sommes toujours en attente de cette médiation. En effet, si Safdar Balou explique que depuis le début du mouvement, les pertes s'élèvent à plus de 700 000 €, les syndicats affirment de leur côté que depuis 2013, aucun bilan financier n'a été déposé par la société. En attendant, les grévistes attendent toujours que le préfet daigne répondre à leur demande de conciliation ou d'arbitrage. C'est sûr que depuis le 18 janvier qu'on a envoyé un courrier au préfet pour demander la médiation de ce conflit, il y a de quoi se poser des questions. Mais après, nous attendons que chaque partie réagisse. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons fait notre part de travail dans ce conflit. On est en attente, on va dire, de la réponse de la préfecture qui convoque la médiation ou même l'arbitrage, parce que la médiation peut échouer, mais le préfet peut passer outre et dire nous passons directement à l'arbitrage. Mais aussi, nous tendons la main à l'employeur pour dire que c'est un conflit privé. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur une table de négociation et revenir sur nos propositions. Les négociations ne semblent plus véritablement envisageables. Safdar Balou ayant affirmé que certes, la société perd gros, mais les salariés vont aussi payer le prix fort de cette grève, car ce sont 46 emplois qui sont en jeu. Une menace qui ne semble pas effrayer les grévistes, qui se disent prêts à aller jusqu'au bout.
Au niveau des salariés, ils entendent bien, mais tout ça ce n'est pas nouveau pour eux, parce que même dans le conflit, l'employeur refusait de négocier avec eux, mais il les renvoyait vers leur avocat. C'est-à-dire que ceux qui viennent reprendre le travail, allez vous adresser à mon avocat. Ça montre à quel point l'employeur méprise ses salariés. Au niveau de leur motivation, ils ont bien entendu, mais ça n'a pas bougé, puisque l'employeur n'a pas bougé sur ses positions, eux non plus n'ont pas bougé, et ils restent sur leurs revendications. On entend bien le chantage de l'employeur, mais les salariés ne bougent pas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en grève tant qu'il n'y a pas eu de protocole de fin de conflit. Et pour qu'il y ait signature d'un protocole de fin de conflit, il faut que l'employeur accepte de négocier et de mettre tous ces points sur un protocole. En clair, aucun camp ne veut céder et seul le préfet est aujourd'hui à même de résoudre ce conflit. Un conflit, on voit Pierre, qui a pris une autre tournure avec toujours ce silence du côté de la préfecture. Oui, un silence qui devient pesant et qui devient même insupportable pour les différents partis parce que depuis le 18 janvier, le préfet, il connaît la situation puisque à la DIEC, lors de la réunion de conciliation, il y avait des représentants de l'État. Donc au niveau de la préfecture, on connaît parfaitement la situation. Effectivement, il y a eu des courriers qui ont été envoyés pour demander l'étape suivante, une étape qui est inédite à Mayotte. C'est peut-être aussi là où le bas blesse. Jamais une procédure de médiation ou d'arbitrage n'a été déclenché sur le territoire. Donc finalement, est-ce que la préfecture est armée pour ça? On sait que dans le cadre de la médiation, un corps est nommé et doit justement étudier les comptes de la société, les revendications des salariés. Alors au niveau des comptes, il y a un petit problème puisque effectivement les comptes sont inconnus, les bilans financiers ne sont pas déposés par Safdar Balou. En tout cas, si l'on en croit ce que nous disent les syndicats. Mais oui. effectivement, il y a eu plusieurs lettres qui ont été envoyées dans ce sens au niveau du tribunal de commerce. Donc, ce corps, est-ce que à Mayotte, vu qu'il n'y en a jamais eu, est-ce qu'il existe? Qui nommé? Peut-être qu'il y a cette problématique-là. En ce qui concerne par contre l'arbitrage, ça il y a possibilité puisque en l'occurrence les deux arbitres, ils sont nommés par à la fois la direction et à la fois par les représentants syndicaux, par les salariés. Et là effectivement c'est une mesure qui est très dur parce que l'accord, il ne peut pas être contesté. Dans le cas de la médiation, l'accord peut être contesté par la direction. Effectivement, on imagine que ce qui va être proposé ne sera pas forcément du goût de Safdar Balou. Il est très dur en négociation. Il est connu pour ça. Et effectivement, il a expliqué à plusieurs reprises que beaucoup des points avaient été réglés. Mais comme le disent les salariés grévistes, la plupart ne relevaient ni plus ni moins que du code du travail de droit commun. Exactement, il manque maintenant, en ce moment, il manque les tickets restaurants et également une autre mesure. Donc 13e mois, effectivement. Le 13e mois, effectivement, la prime de salissure est actée. En ce qui concerne les salaires, au cas par cas, il y a possibilité d'études et éventuellement d'accords trouvés. Mais alors voilà, vraiment, on est sur du cas par cas. Maintenant, le 13e mois pose un problème radical. Il n'y a pas possibilité pour l'entreprise. En tout cas, c'est ce que dit effectivement à la fois le directeur financier et à la fois Safdar Balou. Mais c'est vrai qu'il y a cette problématique des comptes et des bilans parce que de leur côté, les syndicats essayent de faire des recherches et sont en train de trouver pas mal de choses, notamment sur ces comptes qui seraient plutôt quand même positifs depuis plusieurs années. On va dire que c'est une société quand même qui se porte bien depuis plusieurs années et qui a 150 ans d'âge. Ça veut bien dire quand même que ça s'est plutôt bien passé jusque-là. Donc maintenant, il va falloir quand même qu'il y ait une intervention à un moment ou à un autre de la part du préfet. Alors, la société parle d'un manque à gagner de 5 millions d'euros à peu près, de 700 000 euros de pertes, avec ces 46 salariés qui risquent de perdre leur travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats ne sont pas prêts justement à voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide? Oui, alors effectivement, il faut aussi voir que dans ce conflit, les syndicats, c'est pour ça qu'il était évoqué dans ce sujet, qu'on est un peu dans un règlement de compte, ça va très mal en interne, on sent qu'il y a un climat très tendu, il y a eu des mots souvent déplacés, alors probablement d'un côté comme de l'autre, et effectivement, cette fois, les salariés sont décidés à ne pas céder. Il y a eu des propositions qui ont été faites, maintenant c'est vrai qu'il y a un problème de dialogue, Safdar Balou est venu une seule fois sur le territoire depuis le début de ce conflit, ça c'est quelque chose
chose qui pose véritablement problème aux salariés et notamment aux grévistes, puisqu'ils expliquent que voilà, nous avons aimé qu'il soit là. De son côté, il explique que lorsqu'il était là, ils n'ont jamais voulu le rencontrer, jamais accepté de le rencontrer. Il a proposé à 3 reprises. Voilà, donc finalement, on est dans un conflit qui tourne en rond depuis très très longtemps. On le sait. Le préfet a la possibilité et même a maintenant l'obligation de faire quelque chose. On imagine qu'au niveau de la préfecture, et notamment en cette période troublée par la pénurie d'eau, il y a d'autres problématiques que le préfet doit gérer. Mais quand même, c'est quand même étonnant que depuis le 18 janvier, il n'y ait absolument aucune réponse, ça soit le silence radio. On verra ça demain, puisque l'ultimatum était jusqu'à demain. Donc si effectivement, demain, il a menacé de déposer le bilan demain, 1er février, si les salariés ne réagissaient pas, en tout cas s'ils ne reprenaient pas le travail. Affaire à suivre, donc Pierre, on verra ça demain. Et le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. My Utopie est désormais sur les rails, initié par la CCI Mayotte et ses partenaires et cofinancé par le ministère de l'Outre-mer et l'ADEME. Cet incubateur de projets va en ravir plus d'un. En effet, à travers ce nouveau dispositif, les porteurs de projets pourront tester et faire évoluer leurs projets avant de se lancer. La phase de sélection des candidats au projet a ainsi débuté aujourd'hui. Sur les 10 porteurs de projets en présence, seuls 5 intégreront My Utopie dès vendredi. Nous avons donc souhaité faire le point sur cet incubateur dans ce reportage signé Adèle Laurent et Saïd Ali Hamadi. Aujourd'hui a lieu le lancement de My Utopie. L'aventure a commencé à partir d'un constat, celui du manque de lien entre les différentes structures accompagnant les porteurs de projets. Cet incubateur répond donc à une attente de ces derniers et vise à étendre la diversité des modèles économiques et à stimuler toutes les formes d'innovation sur le territoire. Et pour le nouveau président de la CCI, la création de cet incubateur s'inscrit dans le programme de la nouvelle mandature. Cette nouvelle mandature a pour objectif de marquer donc la différence avec les mandatures précédentes, à savoir être beaucoup plus près donc des entreprises, les accompagner non seulement dans la création mais également dans l'innovation. Et donc tout ce qui est innovant, la CCI est bien présente pour justement supporter et accompagner donc les porteurs de projets dans ce sens. Intervention des partenaires de la CCI, témoignages, mentoring. Durant les 4 jours de la phase de pré-incubation, les 10 porteurs de projets seront formés collectivement à soutenir leur projet vendredi face à un jury. Car sur les 10, seuls les 5 projets les plus compatibles avec l'incubateur seront retenus. C'est 9 mois d'accompagnement avec des formations. Durant ces 9 mois, les interventions des différents partenaires vont être approfondies. Il va y avoir plus de témoignages, plus de formations dans différents domaines, comptabilité, juridique, ressources humaines. On va utiliser des méthodes assez innovantes comme le business model Canvas, le Lean Startup et puis aussi le Business Builder qui est quand même un outil qui a été déployé par les CCI mais qui est totalement applicable au niveau de l'ESS. Et au bout de ces 9 mois, certains projets pourront être suivis par la CCI, mais d'autres seront naturellement redirigés vers nos partenaires. La DIECT, la préfecture, le SGAR, la CRES, la BGE, des partenaires, My Utopie en réunit plus d'une trentaine. Les porteurs de projets seront donc bien accompagnés de la mise en place de leur idée jusqu'à la création économique et sociale. Et ce nouvel outil a vocation à se pérenniser et donc à être amélioré. On est sur la première édition, c'est le premier incubateur à Mayotte, le second dans l'océan Indien sur le domaine de l'ESS, donc c'est quelque chose de très nouveau. On espère que ce sera une réussite pour 2017 pour que ensuite My Utopie se pose vraiment comme un outil d'accompagnement de l'ESS. On sait que c'est pas forcément possible pour tous les projets, que 9 mois seront pas forcément suffisants, mais du coup on continuera à accompagner même si au bout des 9 mois on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Après My Utopie est calibré sur 9 mois, peut-être que l'année prochaine il sera calibré sur 12 ou peut-être sur plus longtemps car il y a des incubateurs en métropole qui ont des plannings et d'accompagnement qui sont très différents de ce que nous on est en train de faire. Mais du coup, nous on est vraiment là, on teste, on voit et on verra les résultats. Et puis en fonction des résultats, on améliorera ce qui pourrait être amélioré.
Pour le moment, les 10 porteurs de projets retenus pour cette phase de présélection ont donc commencé ce matin les 4 jours de formation, à l'issue desquels ils soutiendront leur projet devant un jury. Sur les 10, ils ne seront que 5 à gagner leur passeport pour cette aventure de 9 mois avec la CCI et ses multiples partenaires. Résultat, vendredi. Et maintenant, direction Longoni, où ce matin, la société Lafarge Ciment Mayotte organisait sa première journée portes ouvertes. Partenaires, clients, distributeurs, médias étaient tous conviés afin de découvrir comment le ciment importé est ensuite traité au sein de l'entreprise. Objectif, consolider les relations commerciales par le biais de la transparence, mais également présenter les grands projets de la société pour l'année 2017. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Lafarge Ciment Mayotte organisait ses premiers portes ouvertes ce matin. Objectif, offrir une vision claire des activités de la structure, mais également présenter les futurs projets de l'entreprise. Nouvelle offre des sacs Wari avec emballage polypropylène, nouvelle grille tarifaire, nouvelle palette, mais également mise en place d'un concours entre les professionnels. Les évolutions sont nombreuses, comme l'explique le directeur Brice Ouetto. Le marché mahorais de la construction évolue et c'est l'occasion pour Lafarge de contribuer à cette évolution, et on a choisi en fait sur l'année 2017 d'organiser des académies des maçons, et ce sera l'occasion en fait de parler des différentes applications du ciment, parce que trop souvent on pense qu'il faut juste du ciment. Oui, il faut du ciment, mais il y a plusieurs types de ciment et chaque type convient à des applications bien déterminées. Ces portes ouvertes ont accueilli de nombreux clients, partenaires et autres distributeurs. L'occasion pour chacun de vivre de l'intérieur la fabrication du ciment qu'ils sont amenés à utiliser. Ça me permet en compte surtout de prendre notamment tout ce qui est sécurité au travail, notamment tout ce qui est agents chimiques, et de sensibiliser mes personnels sur le danger que peut avoir le ciment. On est rassuré, la vie ça n'est pas fini, mais oui, jusqu'à présent je suis rassuré, oui. Lewa alhamdulillah irsona namna ifanyilo namna to sakini namna nazimelange wasrambi azimelange namna ifanyilo intongo nzuri safi mana lewani somo tongo karako ijwa. Si ces portes ouvertes ont permis à la société d'offrir de l'authenticité et de la transparence aux visiteurs, une question est néanmoins revenue du côté des journalistes. La pénurie d'eau et l'arrêt des activités de nombreuses entreprises du BTP a-t-elle des conséquences sur Lafarge Ciment Mayotte? La question de la sécheresse qui frappe en ce moment Mayotte, c'est d'abord une question qui a des conséquences, j'ai envie de dire, lourdes pour tout le monde, y compris d'abord pour l'humain, et incontestablement au niveau business, ça a un impact sur nos chiffres d'affaires et sur nos ventes. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune application ciment qui ne consomme de l'eau. Alors, on n'a pas forcément besoin des mêmes qualités d'eau que l'être humain, mais il nous faut de l'eau. Aujourd'hui, l'impact sur le mois de janvier de la sécheresse est à peu près 70% de nos prévisions de vente. La société, comme de nombreuses autres, connaît donc une importante baisse de ses activités en raison du manque d'eau. Néanmoins, Lafarge continue son développement et compte bien s'inscrire dans la durée afin que de nouvelles journées portes ouvertes soient organisées à l'avenir. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 31 janvier, le maire de Koungou qui pose un ultimatum pour l'intercommunalité du Nord, ou encore Jacques-Martial Henry et Télé Mafumbouni convoqués au tribunal le 22 février prochain. Davantage de précisions dans l'actualité en bref. Hier, une pluie dense s'est enfin abattue sur une grande partie de l'île. Les services de Météo France Mayotte ont ainsi indiqué qu'il est tombé 67 mm d'eau à Mamoudzou, 48 à Dembéni ou encore 16 à Vaïbé. De bonnes nouvelles en apparence, car en réalité, le ciel de l'île continue ses caprices. En effet, la pluie n'a pas daigné tomber à Dzumoni et Combani et n'a donc pas permis de faire remonter les réserves en eau du département. Néanmoins, dès demain et jusqu'à vendredi, l'île devrait connaître un épisode très pluvieux. Des alertes pourraient ainsi être déclenchées pour éviter tout accident. Hier, le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, a d'ailleurs déclenché une alerte au regard de l'eau qui s'est abattue sur le chef-lieu. La vigilance doit en effet rester de rigueur,
même si Météo France précise qu'il ne s'agit pas encore du début de la saison des pluies. Les choses ne s'arrangent pas du côté de l'intercommunalité du Nord. En effet, si au sud la débâcle est liée à d'interminables recours en justice suite à la désignation du président, au Nord les élections n'ont toujours pas eu lieu. En cause un désaccord sur le nombre de sièges attribués à chaque commune qui dure depuis la création de l'Interco le 31 décembre 2015. Les maires de Bandrabois, Mtsamboro et Akwa n'ont en effet toujours pas désigné leurs représentants, dans la mesure où ils refusent que Koungou soit la commune la plus représentée de l'Interco. Dans ces conditions, le maire de Koungou vient de se fendre d'un communiqué pour expliquer qu'à défaut de désignation de conseillers par leur commune, un conseil se réunira tout de même le 13 février prochain. En clair, Hassanibam Kolo Sindou ne souhaite plus attendre pour que l'intercommunalité du Nord se mette enfin au service de la population. Jacques Martial Henry a bel et bien déposé plainte contre Télé Mafumbouni. Le chargé de mission de Mayotte Channel Gateway n'a pas du tout apprécié un sketch avec un chien appelé Jackie qui apparaissait particulièrement asservi par sa maîtresse. Cette mise en scène d'Idanel et de lui-même en animal n'aura pas eu le don de le faire rire. Le candidat aux législatives a donc saisi la justice et réclame 14 000 € pour le préjudice, tandis que l'audience du tribunal correctionnel se tiendra le 22 février prochain. Selon lui, être représenté sous la forme d'un chien est une formule particulièrement humiliante, surtout dans un pays musulman où l'animal est considéré comme impur. De son côté, Télé Mafumbouni n'a pas souhaité répondre autrement que par une nouvelle vidéo humoristique. A noter que les messages de soutien se sont multipliés pour les membres de l'association, certains hommes politiques à l'instar de Raos, ayant même pris position en leur faveur. Et je me tourne maintenant vers notre invité Bakar Aladi, qui est candidat à la députation, investi par le PRG. Alors on vient de voir, on va d'abord parler de ce qui s'est passé juste avant. On a vu cette brève avec l'intercommunalité du Nord qui en ce moment est dans le trouble. Quelle est votre réaction voyant ce qui a été traité? Une situation difficile, très difficile, d'autant plus que vous le savez autant que moi, que l'intercommunalité a complètement bloqué. Ce sont des fonds qui sont aussi bloqués, qu'on n'utilise pas, alors que Mayotte est dans une situation de retard quasi général. Dans toute question qui est posée sur table, nous sommes en retard. Et donc, chaque centime dépensé, ça ne sera jamais un centime de trop. Donc, il est temps à ce que les uns et les autres se réveillent pour qu'on puisse trouver une solution sur cette problématique, d'autant plus que le véritable problème qui se dégage à travers ce blocage, c'est un problème de répartition de postes. Et ça, c'est lamentable, mais les Mahorais, quelquefois, ils ont raison de nous mettre en cause, de ne plus croire en la politique. Mais justement, là, on parle d'intérêt général, et là, ils ont fait la démonstration que, justement, a priori, c'est pas forcément ce qui les préoccupe. Mais justement, c'est ce que je venais de dire, que la principale plutôt raison de blocage, c'est la répartition de postes. Mais peu importe qui va occuper la présidence de l'Interco. Nous, ce qui nous intéresse, nous citoyens, c'est quoi? C'est d'avoir des services à notre disposition. Sortir enfin de cette situation où les ordures ne sont plus ramassées. Sortir de cette situation où Mayotte, je reconnais plus Monil et si belle jadis, aujourd'hui méconnaissable. Donc il faut consommer ces fonds, c'est la priorité. Donc la seule solution, c'est que les uns et les autres puissent se mettre autour d'une table pour discuter et trouver une décision rapide et acceptable pour tous. Alors on va maintenant parler de votre candidature. Vous allez justement être en lice. Vous êtes en lice pour la députation. D'autres candidats se sont déjà déclarés. Aujourd'hui, quelle est votre position? Quel est votre programme par rapport à ce qui va venir concernant Mayotte? Alors moi, mon programme, c'est le programme du PRG, la fédération PRG 976, qui est présidée par Kira Dakolo. D'ailleurs, il est passé par chez vous hier, où il a décliné 5 points. Auquel, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ces points-là, mais encore une fois, on va se contenter de l'insécurité. Par exemple, il a parlé de la maîtrise démographique. Vous savez, Mayotte est dans une situation où on n'en peut plus. Il faut absolument, mais vraiment absolument, l'essentiel de notre programme, il va reposer sur justement la maîtrise démographique en termes d'outillage scolaire, en termes
lutte contre l'érosion, la préservation de notre environnement, la préservation de notre biodiversité, parce que vous savez comme moi que la pression démographique auquel nous subissons a des conséquences énormes sur l'ensemble des domaines auxquels tous les domaines qui concernent notre île. Donc, il faut absolument que nous arrivons à une situation de maîtrise démographique. Alors, vous savez que d'autres candidats sont en lice, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que parmi ceux que l'on connaît aujourd'hui, certains vous font peur particulièrement? Aucun candidat ne me fait, ne me fait peur. C'est vous, au contraire, madame, qui me faites rire. Vous savez, on est dans une élection. On a un espace démocratique où ce sont les idées qui doivent primer. Et donc, une élection, c'est un moment essentiel dans nos démocraties. C'est le moment d'échanger, de peser les programmes, de peser les idées et aussi de montrer aussi ses muscles à travers les soutiens des uns et des autres. Et donc ça c'est important et qu'une fois ces élections finies, j'ose croire que les Mahorais, en tout cas l'ensemble des candidats seront capables de se retrouver encore une fois autour d'une table pour construire Mayotte. Alors, au niveau de votre parti, est-ce qu'il y a un comité de soutien qui se crée? La campagne, comment s'organise-t-elle? Vous savez, ça fait déjà plus d'un an, depuis qu'on a commencé à mettre en place notre fédération, on a commencé déjà à mettre une organisation de travail. Et c'est cette organisation qui est très efficace maintenant. De facto, nous avons un comité de soutien, où il y en a deux d'ailleurs, parce qu'il y a deux circonscriptions. Donc, une organisation qui marche. Nous avons démontré notre efficacité lors des primaires qu'on a connues récemment, où on est sorti deuxième derrière Manuel Valls. Donc, juste pour vous dire que nous avons une fédération animée, qui est très bien animée, est présidée par Kira Adakolo, qui fait parfaitement son job, et que effectivement des comités de soutien, il y en a, et que nous attendons, nous sommes toujours prêts à accueillir d'autres têtes pour justement embellir la chose. Merci beaucoup Bakar Aladi. On reviendra justement sur votre candidature, comme d'autres bien sûr. On en parle plus tard. Et maintenant, on termine avec ce week-end. La ville de Tingoni accueille un grand événement religieux. L'association VEM, Volontariat et Entraide Maoré, organise un grand concert de récitation de Coran. Si la pratique est assez courante et particulièrement appréciée dans le monde musulman, il s'agit d'une première à Mayotte. Objectif, faire découvrir ou redécouvrir la lecture du Coran aux petits et aux grands. Présentation de l'événement avec Sony Shamsuddin, Hakim Saendou et Leslie Vimne. C'est à Tingoni, grande place religieuse de l'île, que les plus belles voix locales de récitation du Coran seront réunies. Une dizaine de récitateurs mahorais pour mettre en avant leur intonation lors d'un grand concert. Une manière de découvrir l'art de la lecture du livre saint. Cet événement consiste à mettre en valeur déjà le Coran, la religion musulmane, et puis profiter aussi de mettre en valeur aussi les jeunes Mahorais qui ont appris le Coran. Et je dirais, on a des techniciens, des professionnels sur le Coran, des jeunes Mahorais qui forcément, il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas parce qu'ils ne vivent pas à Mayotte. Ils vivent surtout à La Réunion, ils travaillent là-bas. C'est mettre en valeur ces personnes-là. Cette initiative de l'association VEM se veut écho au succès des concours de lecture de plus en plus populaires et médiatisés dans le monde musulman. Créée il y a 20 ans, l'association Volontariat Entraide Maoré a pour objectif de promouvoir tradition et savoir-faire maoré par le biais de l'éducation religieuse en perte de vitesse au fil des années dans un territoire où plus de 90% de la population est musulmane. Donner le goût aux enfants, aux jeunes, et que le Coran, c'est une bonne chose. Il n'y a pas forcément ce qu'on attend par rapport aux autres. C'est une bonne chose. Quand on les récite, quand on l'écoute, on a quand même quelque chose, on attend quelque chose de beau, de tout beau. Une quête de spiritualité et du vivre ensemble que l'association espère transmettre lors d'un événement à ne pas manquer.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Et prochain rendez-vous avec l'information demain, toujours dans la matinale, en radio avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.